Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc dans le cadre de ce cycle de géopolitique de la Russie, depuis Pierre le Grand jusqu'à Vladimir Poutine. Et nous traitons cette année, donc c'est la troisième intervention, les années Yeltsin, c'est-à-dire donc de 1991 à 1999, que j'ai qualifié de temps d'espérance, de crise et de chaos. Dans un premier chapitre, nous avons rappelé ce que nous savons pas énormément de choses, sur la jeunesse et la formation de Boris Yeltsin. Son séjour, depuis enfin, sa naissance, sa jeunesse, dans la même région de l'Oural, à Sverdlovsk. Ensuite, dans le chapitre 2, donc c'était la dernière fois, j'avais évoqué les années 60-87, c'est-à-dire les années d'ascension politique, période importante. Hein. Je résume ce que j'avais essayé de dire, c'est-à-dire qu'on assiste jusqu'aux années 70 à une progression politique au niveau régional et ensuite, alors, on passe au niveau national. Donc, d'abord Sverdlovsk, sa région, et puis ensuite Moscou. Alors, j'avais donc rappelé comment il rentre tardivement, il y a une trentaine d'années, au Parti communiste de la ville de Sverdlovsk, puis ensuite il passe au comité de région, puis il entre au secrétariat du comité de région, et enfin, c'est un peu vraiment le sommet, entre 76 et 85, il est premier secrétaire de la très grande région de Sverdlovsk. En même temps, enfin, vers la fin, il rentrera au comité central à Moscou et également en 84, il sera membre du présidium du Soviet suprême. La deuxième période, nous l'avions vu, commence véritablement en 85 et en 2 ans, il connaît une ascension assez remarquable puisqu'il est nommé au comité central responsable d'un bureau, d'un département plutôt, de construction, sur la construction. Et ensuite, il passera au secrétariat général avec cette même responsabilité. Mais les deux faits les plus importants, c'est en décembre 85, sa nomination à la tête du Parti communiste de la ville de Moscou, c'est un poste extrêmement important, et 3 mois après, il est nommé comme membre suppléant au Politburo. C'est donc là un peu l'apothéose. Le Politburo, c'est l'organe majeur, l'organe politique du parti, donc en Union soviétique. En tant que dirigeant du Parti communiste de Moscou, on le voit très vite vouloir changer les hommes, hein, renouveler la direction. On le voit aussi très soucieux du quotidien des moscovites, donc il n'hésite pas à prendre le métro, à aller dans la rue, sur les marchés, il s'appuie sur les médias aussi. Bref, il impose ce qu'on va appeler très vite le style Yeltsin, qu'il avait commencé à rôder donc à Sverdlovsk. Aujourd'hui, j'aborde dans un chapitre 3 un moment essentiel, sa rivalité avec Gorbatchev. Sur la photo, on les voit tous les deux rassemblés, c'est pas, les photos sont rares. Hein, et la question qu'on se pose, à partir du titre, la rivalité avec Gorbatchev, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu faire que ces deux hommes, qui ont beaucoup de points communs, l'âge, je crois qu'ils ont 1 mois de différence, hein, l'exercice qu'ils ont eu d'être à la tête d'une région. Ils ont été tous les deux premiers secrétaires de région. Et puis aussi, et c'est fondamental, le désir sincère, profond qu'ils ont tous les deux de modifier, d'améliorer le système. Alors comment ça se fait que ces deux hommes qui partagent tout ceci se soient
bien entendu, certes, à l'arrivée de Gorbatchev au printemps 85, mais comment ça se fait que leur relation se soit dégradée très vite dès 1986 et soit devenue exécrable à compter de 87-88. C'est le thème du chapitre donc, que j'ouvre maintenant. Alors, première partie, j'emploie des périphrases, des mots l'enfer et le purgatoire, mais quand on lit les ouvrages sur Yeltsin, on se rend compte quand même que ces années ont été très difficiles, très compliquées. Alors, durant ces années, ces quelques années, de 87 à 89, hein, on va voir Yeltsin d'abord au sein de la société officielle, c'est-à-dire du parti qui domine donc l'Union soviétique. On va le voir au comité central, au politburo, au secrétariat général. Et dans ces hautes instances, Yeltsin ne va pas du tout rayonner, on aurait pu croire. Très vite, il va être hyper critique envers ces organismes et surtout les hommes qui le peuplent. Et donc, on va le voir très mal à l'aise et désireux finalement de le quitter. Et il va donc être à sa demande, en quelque sorte, par sa faute, si je peux dire, en raison de ses critiques exacerbées, il va être donc jeté hors de la société officielle. Il ne sera donc, ça veut dire, plus rien. Et on va le voir rebondir, c'est ce que j'appelle son purgatoire, en 89. Comment? Eh bien, il va rebondir au sein de la société civile. Il passe, si vous voulez, des organismes du parti, où il s'est fait exclure, et il va rebondir en progressant au sein de la société civile avec l'approbation de la population. C'est assez sidérant et tout à fait passionnant que de suivre cette démarche. Alors, là, je n'ai fait que l'annoncer, on va voir maintenant le détail. Donc, en ces années 85-86, je le répète, Yeltsin est vraiment au sein de la société officielle, au sein du parti, hein, puisqu'il est à la fois au secrétariat général, où il s'occupe toujours de la construction, et il a été nommé, je l'ai dit tout à l'heure, membre suppléant du Politburo en février 86. Donc il est au cœur du système. Et c'est à cet endroit que vont se livrer Boris Eltsine et Gorbatchev une véritable guerre. Pour m'amuser un peu, je reprends le titre d'un ouvrage de Henri de Monterland, La guerre civile, pièce en 3 actes. Oui, parce que le duel entre les deux hommes à cette époque-là, c'est-à-dire 87-88, va se faire aussi en 3 actes. Premier acte, c'est ce qu'on peut appeler la démission de Yeltsin, 86-87. Je l'ai déjà évoqué dans le cours précédent, cette démission va se concrétiser, enfin l'aspiration à démissionner va apparaître donc une première fois dans un courrier du 12 septembre 86 qu'il fait à Gorbatchev. Donc, il a été nommé, on va dire, 6 mois plus tôt au Politburo. Il a suffisamment observé, d'après lui, le cœur du système, les dysfonctionnements du Politburo, et il est déjà découragé. Au bout de 6 mois, il pense qu'il y a trop de papiers, trop de réunions pour des riens, trop de chipotage à verser au dossier. Il n'a aucune confiance dans les organes du parti et dans la plupart des hommes du Politburo. Il pense que malgré les grandes annonces de Gorbatchev depuis un an à une rénovation, une perestroïka, en réalité, on en est toujours à la stagnation brejnevienne. Il faut, il dit dans cette lettre, pouvoir critiquer les hommes en place, y compris Gorbatchev, sinon
il faut démissionner. Et lui, donc, dans cette lettre du 12 septembre 86, propose sa démission. Gorbatchev ne répond pas. Et un an après, un peu plus d'un an, Boris Yeltsin va profiter d'une intervention au comité central le 21 octobre 87 pour renouveler sa démission et donner les raisons. Et cette intervention que j'avais évoquée va dans le même sens que la lettre. Il déclare que tout est bloqué, qu'on ne peut vraiment pas avancer, progresser, réformer, et que dans ces conditions, il demande à être libéré de sa charge de membre suppléant du Politburo. Car, dit-il, son travail au sein de cette instance n'a pas produit les résultats escomptés. Son intervention entraîne beaucoup de réactions. D'abord, Gorbatchev, voici un extrait de la réaction de Gorbatchev. Je prends l'ouvrage, la première autobiographie de Yeltsin jusqu'au bout, page 205. Gorbatchev déclare. Donc, Yeltsin vient de parler, vient d'annoncer qu'il démissionne. Gorbatchev déclare « Il vaudrait peut-être mieux que je dirige à présent la séance. » Ligatchov. « Oui, je vous en prie, Mikhail Sergeyevitch. » Gorbatchev. « Camarade, les propos du camarade Yeltsin me paraissent très graves. Je ne tiens pas à lancer un débat, mais il faut bien discuter de ce qui vient d'être dit. Je reprendrai les grands points de cette déclaration. Premièrement, le camarade Yeltsin a indiqué qu'il importait de dynamiser considérablement l'action du parti, à commencer par celle du comité central et concrètement de son secrétariat. Des remarques à ce sujet ont été directement adressées à Egor Ligatchov. Deuxièmement, on a posé la question des cadences de la perestroïka. On a affirmé, c'est Yeltsin, on a affirmé que les délais avaient été fixés à 2 ou 3 ans et que c'était une erreur. Cela désoriente les gens, crée encore plus de confusion au sein de la société et du parti. Les conséquences pourraient en être fatales. Toujours selon Yeltsin. Troisièmement, nous tirons les leçons, mais insuffisamment, selon l'avis du camarade Yeltsin, dans la mesure où nous n'avons mis au point au niveau du comité central et du Politburo aucun mécanisme permettant d'éviter de répéter nos erreurs à l'avenir. Enfin, le camarade Yeltsin considère qu'il ne peut plus travailler au sein du Politburo. Par ailleurs, il estime que le problème de ses activités en qualité de premier secrétaire du comité de ville relève non du comité central, mais du comité municipal. Nous avons là, termine Gorbatchev, un phénomène nouveau. L'organisation du parti de Moscou prendrait-elle son indépendance, ou le camarade Yeltsin entend-il demeurer premier secrétaire du comité de ville en abandonnant ses fonctions au sein du Politburo? Ne peut-on y voir une sorte de déclaration de guerre au comité central? C'est ainsi que je comprends pour ma part, mais il est possible que j'exagère la situation. Donc, réaction rude, négative de la part de Gorbatchev à ce discours de Yeltsin annonçant sa démission. Quant aux réactions des autres membres du comité central, eh bien, c'est un lynchage, un tollé général. Il y a plus de 20, je crois, 25 orateurs qui prennent la parole, ils courent à la tribune. Alors, on y trouve là non seulement les adversaires de Yeltsin, comme Ligatchov, mais aussi des hommes avec lesquels Yeltsin croyait entretenir de bons rapports, comme Ryabov de Sverdlovsk, qui avait fait un peu Yeltsin. Hein, Yeltsin était le dauphin de Ryabov, ou Shevardnadze. Bref, on accuse Yeltsin de tous les crimes, et ceux qui ne sont pas autorisés à prendre le micro pour attaquer Yeltsin, eh bien, lui crient leur hostilité, hurlent depuis leur place. Donc, c'est un tollé général. Réaction d'Yeltsin à tout cela. Eh bien, il sort complètement démoralisé de cette séance. Il a
d'effroyables maux de tête, le cœur flanche, il fait d'ailleurs un malaise cardiaque et il est hospitalisé le 9 novembre. Y a-t-il eu de sa part une tentative de suicide avec des ciseaux? Tout ça est très obscur. Crise de nerfs, dira sa fille Tatiana. Alors, qu'attendait Yeltsin? Il critique donc à fond le comité central, le politburo, il annonce sa démission, il ne devait pas quand même s'attendre à des fleurs et à des hurrahs, hein. Mais Yeltsin est très compliqué. Je pense qu'il espérait quand même que certains membres prendraient sa parole ou que peut-être que Gorbatchev annoncerait des mesures. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est le premier acte de ce heurt profond entre Yeltsin et Gorbatchev, la démission. Deuxième acte de cette guerre, de cette pièce en trois actes, la destitution. Novembre 87, février 88. À chaud, hein, puisque le discours, donc l'intervention de Yeltsin est le 21 octobre, donc à chaud, le 11 novembre, Yeltsin est démis de la direction du Parti communiste de Moscou. C'était, je l'ai dit tout à l'heure, un poste extrêmement important, hein. Il y avait 1,2 million membres au Parti communiste et il est démis de ses fonctions le 11 novembre en raison incontestablement de la pression des conservateurs. On voit ici sur la photo Ligatchov qui se penche vers Gorbatchev et Ligatchov est vraiment celui qui déteste le plus peut-être Yeltsin. Donc, il a saisi l'occasion de ce scandale de l'annonce de la démission pour le mettre, donc, l'évincer de la direction du Parti communiste. Cette éviction, je répète, est une victoire des conservateurs. Gorbatchev hésite à aller plus loin. Gorbatchev ne fait pas de Yeltsin, à ce moment-là en tout cas, un adversaire à abattre. Il essaye de se servir d'Eltsine. Eltsine, il le sent très bien, est plus à gauche que lui, est plus radical que lui. Ça ne lui déplaît pas, Gorbatchev, dans la mesure où il peut le contenir. Donc, c'est utile pour la perestroïka, pense Gorbatchev, de montrer qu'il y a un certain pluralisme parmi les partisans de la perestroïka. Alors, il hésite donc à aller plus loin, il subit des pressions, à la fois pour aller plus loin, mais aussi pour ne pas y aller, c'est-à-dire pour ménager Yeltsin, car Yeltsin a quand même ses partisans qui disent il faut être indulgent envers Yeltsin, il faut peut-être démettre Yeltsin du Politburo, mais il aurait fallu le laisser à la tête de l'organisation du parti de Moscou. Et puis surtout, ce que Gorbatchev apprend, c'est que à Moscou, il y a une campagne d'opinion en faveur de Yeltsin. Plusieurs centaines d'étudiants de Moscou font même circuler des pétitions en faveur de à Sverdlovsk. Il y a plusieurs centaines de personnes qui défilent, hein. Donc, Gorbatchev, finalement, opte pour une demi-mesure, une espèce d'avertissement. Yeltsin est nommé premier adjoint du président du Gostroï de l'URSS. C'est-à-dire, ce n'est pas un poste prestigieux, hein. C'est même pas un poste ministériel, c'est un poste équivalent à peu près au secrétariat d'État. Donc, c'est donc un poste spécialisé dans le bâtiment, dans la construction, mais qui n'a pas quand même un pouvoir, qui n'a pas trop de pouvoir. Alors, d'ailleurs, en lui proposant le poste, Gorbatchev lui a dit exactement, tu dois savoir que je ne te laisserai plus jamais faire de la politique. Donc, on le met bien au placard, en tout cas par rapport à la vie politique, en lui proposant ce poste au Gostroï. Alors, Yeltsin accepte et il va s'efforcer de faire bonne figure, même s'il est quand même très touché. Il fait des efforts pour s'intégrer au sein de son
nouvel espace de responsabilité. Par exemple, il va s'opposer à ce poste à des projets grandioses comme il y avait un projet d'inverser le cours des fleuves du Nord. C'était titanesque. Hein. Donc, Yeltsin y met fin. En même temps, il reçoit beaucoup de lettres qui expriment le soutien, la sympathie, parfois même l'enthousiasme de beaucoup de citoyens russes envers lui. Il reçoit des visites personnelles qui le réconfortent. Et puis, il continue à circuler dans Moscou. Les gens viennent lui serrer la main. Et bien sûr, il reçoit à ce moment-là le soutien plus que jamais de sa famille, notamment de sa fille cadette Tania. Mais finalement, Gorbatchev a quand même certainement cédé aux pressions des conservateurs et Yeltsin est libéré, entre guillemets, de son poste au Politburo en février 88. Alors, c'était quand même son poste le plus prestigieux d'être au Politburo. Hein. Alors, même si il a demandé il a demandé à démissionner, donc ça correspondait à ses souhaits finalement, mais en réalité, c'est pas exactement ce qu'il souhaitait. Je pense encore une fois que la démission c'était pour alerter, mais au fond de lui-même, il n'avait aucune envie de céder des responsabilités. Mais bien sûr, ses adversaires l'ont pris au mot et donc le voilà exclu du Politburo. Sa santé baisse de nouveau, donc visite chez les médecins, des piqûres, des médicaments. Yeltsin paraît une force de la nature, hein, physiquement, mais en réalité, il a déjà des problèmes cardiaques très importants, des maux de tête affreux dont l'origine n'est pas bien trouvée. Et donc, Yeltsin n'est vraiment pas en très bonne santé. Donc, c'est le second acte de ce conflit. Après donc la démission, c'est la destitution. Yeltsin n'est plus rien, puisqu'il n'est plus rien au sein du parti. Il a perdu donc le Politburo, puisqu'on en a exclu. Donc, le voilà complètement en marge. Mais, ça c'est le coup de théâtre, c'est le cas de le dire, dans cette pièce en trois actes, les moscovites vont le soutenir d'une manière pas inattendue, puisque j'ai déjà dit qu'il était devenu très populaire, mais avec une force et une efficacité imprévisibles. Et en lui disant, Boris, tu as raison, continue ta marche. Arrêtons-nous un moment sur un événement très important. En juin 1988, donc je rappelle, Gorbatchev est là depuis mars 85, donc à peu près 3 ans plus tard. En juin 88, Gorbatchev annonce la tenue d'une conférence du Parti communiste de l'URSS. C'est la 19e conférence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conférence? C'est, me semble-t-il, parce que je n'ai pas trouvé à ce sujet beaucoup de détails, une conférence, c'est lorsque les dirigeants veulent prendre des décisions extrêmement importantes et ils veulent donc s'appuyer sur des délégués. Je dirais, mais peut-être que j'ai tort de faire cette comparaison. Pour moi, c'est un peu la réunion des États généraux, un petit peu, si vous voulez. Hein. Donc là, il faut élire 4000 délégués, ce qui est beaucoup, dans toute la Russie. Donc, dans les usines, dans les kolkhozes, on vote pour désigner les délégués. Et après, bon, on les réunira à Moscou, ces délégués, et ils se prononceront sur un certain nombre de sujets donc, qui leur seront présentés par les dirigeants. Alors, dans ce cadre d'une réunion donc, de la conférence, Yeltsin va être candidat. Il va être candidat à Sverdlovsk, son ancien fief, et les travailleurs de Sverdlovsk seraient assez d'accord pour l'élire comme délégué à la conférence.
mais le parti refuse. Et finalement, donc, le parti accepte que Yeltsin soit élu délégué par les travailleurs de Carélie, cette petite république. Donc, bon, on pense que ça va le noyer, que étant délégué d'un minuscule territoire, il ne pourra pas faire beaucoup de bruit ou de mal, pensent ses adversaires. Alors, donc, il y a l'élection des 4000 délégués, dont Boris Yeltsin, par les travailleurs de Carélie. Alors, nous voici donc le jour de la conférence, l'ouverture, au mois de juin 88, et Gorbatchev, et bien sûr, intervient en premier, et son intervention est extrêmement importante. On a un peu oublié cela, même sur le moment, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte ce que pouvait représenter et cette conférence et l'intervention de Gorbatchev. Or, c'est là, lors de cette conférence de juin 88, pour la première fois que Gorbatchev a présenté son plan. Son plan, c'est des ambitions présidentielles. Il veut devenir président de la Russie. Il affirme que la mainmise du Parti communiste, il affirme que le Parti communiste n'aura plus la même mise sur le gouvernement. Et pour la première fois, il défend le principe de candidature multiple pour des élections à bulletin secret. Donc, c'est vraiment un plan nouveau et assez radical. C'est vraiment une réforme importante qu'annonce Gorbatchev. Boris Yeltsin obtient, non sans mal, de prendre la parole lors de cette conférence. Alors, il a préparé son discours durant des jours dans sa famille, hein, il l'a répété, si vous voulez. Et là, donc, il intervient en réclamant d'abord sa réhabilitation. Selon lui, c'est une injustice de l'avoir sanctionné après son intervention au plénum du comité central d'octobre 87. C'est pour lui une erreur politique. Et il se met à entonner un peu quand même ses classiques, à savoir qu'au sein du parti, il n'y a pas de choses incriticables, qu'on peut et qu'on doit critiquer tout ce que l'on veut au sein du parti, hein, il n'y a pas d'interdit, pas de tabou, et qu'on a eu tort, par exemple, il ne cite pas Gorbatchev, mais à l'époque de Brejnev, de vouloir éviter, on a parfois critiqué des mesures, mais on n'a jamais osé critiquer le grand chef Brejnev. Bien. Il dénonce aussi les privilèges de la nomenclatura. Il réitère son souhait que Ligatchov, le représentant des conservateurs, quitte le Politburo. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Ligatchov se lève et lui dit « Boris, tu n'as pas raison ». Et la foule, les moscovites reprendront ce slogan en l'inversant en disant « Si, Boris, tu as raison ». Alors, Gorbatchev répond à Yeltsin, il le critique sévèrement, mais il rappelle aussi ses mérites. On voit toujours donc que Gorbatchev n'est pas l'adversaire radical, total, du moins à ce moment-là. Et la plupart des délégués aussi marquent leur désapprobation du discours de Yeltsin. Mais c'est là la grande surprise, à Moscou, dans la population, l'écho du discours de Yeltsin est plutôt favorable. En l'espace de quelques semaines, on voit Moscou se couvrir d'affiches portant les mots « Boris, tu as raison ». Alors on voit ces mots sur des vestes, sur des casquettes, sur des affiches. Bref, la capitale et le pays sont d'un autre avis que le Politburo. Le Politburo vient de dire à Yeltsin « Boris, tu as tort », et la foule lui dit « Boris, tu as raison ». Et ça va assez loin. En novembre 88, lors d'une rencontre de Yeltsin avec des étudiants de l'école supérieure du Komsomol, quelqu'un lui pose la question au sein du peuple, vous n'êtes pas moins populaire que Gorbatchev.
pourriez-vous prendre la tête du parti et de l'État? Et Yeltsin répond, quand nous aurons des élections à candidature multiples, je pourrai y prendre part comme tout le monde. Donc, Yeltsin, à ce moment-là, est bien décidé à participer à des élections à la condition qu'elles soient libres et qu'elles ne soient pas gérées uniquement par le Parti communiste. Alors, voici un extrait de l'ouvrage de Boris Minaïev, Boris Yeltsin, Destinée d'un empire, page 146-147. Entre les journées sombres du mois de février, où l'insomnie, les migraines et les douleurs cardiaques n'avaient cessé de le tourmenter, et le mois d'août, où il assista à son premier match de tennis et qu'il décida de prendre une raquette en main pour renouer avec le sport, quelques mois seulement s'étaient écoulés. Mais Yeltsin avait d'ores et déjà recouvré son état normal. N'étant plus un homme du système, ni un dirigeant soviétique de haut niveau, son poste de consolation au Gostroï ne faisait que souligner son statut de renégat, il s'inscrivait désormais en dehors de tout rang hiérarchique. C'était un simple individu qui se promenait dans la rue, rencontrait des gens, parlait avec eux, mais un individu particulier, un individu qui incarnait les espoirs, les illusions, la confiance de nombreuses personnes. Chaque pas qu'il faisait sur ce terrain, pour lui inconnu, le confortait dans son nouveau statut. Des perspectives vertigineuses se profilaient à l'horizon. Yeltsin était devenu un héros du peuple, le premier homme politique public du pays. Et si au début il n'avait fait que prendre ses marques dans cette nouvelle qualité, à partir de l'été 1988, il s'installa fermement et définitivement dans ce rôle. Or, Gorbatchev a annoncé à la fin de la 19e conférence du parti, en juin 88, il a sorti de la poche un papier plié en quatre et il a dit, voilà, sur ce papier, je vous donne disons, le plan d'une réforme politique extrêmement importante. Dans l'année à venir se tiendra un congrès des députés du peuple élus selon des modalités bien particulières. Et ce nouveau mode d'élection allait constituer un vrai tremplin pour Yeltsin. Alors, j'avais eu l'occasion l'an dernier de rappeler quel était donc ce nouveau système politique annoncé par Gorbatchev à la 19e conférence du parti en 88, inscrite dans la Constitution en juillet 88 et rodée pour la première fois au printemps 89. Je le rappelle, bon, jusque-là, jusqu'à ce que Gorbatchev arrive au pouvoir, bon, il y avait les institutions du parti, dont j'ai parlé 1000 fois, le comité central, le politburo, le secrétariat général et le premier secrétaire général. Et parallèlement, il y avait les institutions de l'État, c'est-à-dire un soviet suprême, élu donc par des candidats choisis par le Parti communiste, et ce soviet suprême désignait un conseil des ministres et un présidium du soviet suprême. Voilà le système donc soviétique depuis au moins l'époque de Staline. La réforme de Gorbatchev, annoncée en juin 88, votée en juillet 88 et appliquée pour la première fois au printemps 89, était la suivante. Désormais, allait s'ajouter un nouveau corps, le Congrès des députés du peuple. 2250 députés élus pour 5 ans, qui auraient 2 fonctions, élire tous les ans un cinquième du Soviet suprême et élire régulièrement, je crois que c'est tous les 5 ans, au départ aussi, un président du Soviet suprême. Jusque-là, il y avait le président du présidium, mais il n'y avait pas de président. Donc, et alors, ce qui est très important, c'est que ce congrès serait élu de manière toute nouvelle. Certes, les institutions communistes auraient
la possibilité d'élire 750 députés, donc par les rouages communistes. Mais les autres, c'est-à-dire les 1500 députés, pourraient être élus par la société, c'est-à-dire il suffirait il suffirait à des électeurs de s'entendre, former un groupe de 500 et de présenter un candidat, et ce candidat, qu'il soit membre du parti ou pas membre du parti, pourrait donc être élu. Donc c'est fondamental, évidemment. Désormais, donc, il n'y a pas que des communistes qui présentent les députés et il n'y a pas que des communistes à être élus. Il peut y avoir aussi des non-communistes. Donc c'est vraiment le début d'une transformation fondamentale. Alors ça, c'était donc un rappel simplement de la nouvelle institution qui va permettre à Yeltsin de revenir au pouvoir. Donc, quand il apprend la constitution de ce congrès des députés du peuple, qui sera élu pour la première fois au printemps 89, Yeltsin décide de se présenter pour être député. Et il nous a rappelé dans son livre Jusqu'au bout, euh, il détaille, si vous voulez, il fait une chronique des élections. Je vais, bon, je vais pas le suivre, évidemment, ce serait trop long, mais je vais égrener donc les jours tels qu'il les décrit, ce qu'il fait depuis décembre 88, où il décide donc d'être candidat à ces élections, jusqu'à son élection même au printemps 89. Alors le 13 décembre, il hésite, doit-il se présenter ou pas? Depuis un an, le nom d'Helsinki, au moins dans la société communiste, est à l'index, mais il sait aussi qu'il a une certaine popularité. Alors voici ce qu'il écrit en date du 13 décembre 88. Ma décision était prise. J'ignorais si elle était juste. Je me présenterai aux élections au Congrès des députés du peuple. J'imaginais sans peine que mes chances étaient loin d'atteindre les 100%. La loi sur les élections donnait au pouvoir, à l'appareil, la possibilité de garder bien des choses en main. Il faudrait franchir de nombreuses étapes avant que le peuple puisse lui-même faire son choix. Le système de proposition des candidats, les réunions électorales, les commissions ou les apparatchiks du comité exécutif régnés en maître ne pouvaient qu'inciter au pessimisme. Car si je perdais, si je n'arrivais pas à devenir député, je voyais déjà avec quel enthousiasme et quelle jouissance la nomenclatura du parti me donnerait le coup de grâce. Donc, il pèse le pour et le contre, mais finalement, il se décide. Alors, le 30 janvier, il écrit que, alors, à l'occasion de l'élection qui aura lieu dans 3 mois, ce sont les candidats communistes, notamment du comité central, qui sont élus, 100 candidats. Hein. Donc, la loi prévoyait, je l'ai rappelé, 750 élus par les instances du Parti communiste. Le 30 janvier, c'est l'élection de 100 des futurs députés, candidats, pardon, par le comité central. Alors, à cette occasion, d'ailleurs, Yeltsin est très critiqué. 19 février 89. Alors, la première étape est franchie. Au sein de la société, des assemblées d'électeurs se forment dans les usines, les entreprises, des collectifs, tout simplement. Et donc, ces assemblées d'électeurs se réunissent. Il y a donc des réunions extrêmement nombreuses, houleuses. Le Parti communiste essaye quand même de tirer les ficelles toujours, par exemple, en intimidant les gens qui viennent aux réunions électorales, en les refoulant parfois, en donnant des salles vraiment peu intéressantes à ceux qui n'appartiennent pas au parti. Euh,
Néanmoins, ces assemblées sont très courues, très fréquentées. Le pays n'a jamais rien connu depuis des dizaines d'années. Un tel enthousiasme, un tel appétit à la réunion, à la discussion. Il y a certaines assemblées électorales qui durent 9 heures, parfois 12 heures. Chaque candidat monte sur scène pour répondre par le menu aux questions des électeurs. Par exemple, dans Jusqu'au bout, Yeltsin raconte la réunion électorale qu'il a faite à Perm, puis à Moscou. J'adoptais une stratégie assez inhabituelle. Une fois le dernier avion pour Perm parti de Moscou, je m'envolais pour Leningrad où m'attendaient des camarades comptant parmi mes supporters et partisans. Ils me conduisirent à l'aérodrome militaire où se trouvaient aussi des gens de mon bord qui m'offraient leur aide désintéressée. C'est ainsi que je décollai à destination de Perm dans un avion cargo à hélice qui vrombrissait et rugissait à vous rendre sourd, coincé entre une bombe à ailettes et un obus. Nous atterrîmes à l'aube, accueillis par des personnes de confiance, et nous filâmes directement à la réunion électorale qui allait commencer. Mon apparition causa un choc aux organisateurs, car les émissaires du comité régional du parti n'étaient pas encore arrivés. J'exposai mon programme, répondis aux questions orales ou formulées sur le petit billet. Cela se passa le mieux du monde, et lorsqu'on en vint au vote, pour être franc, je ne m'inquiétais plus. L'atmosphère était telle que, de toute évidence, je parviendrais ce jour-là à franchir le premier obstacle sur le chemin des élections. J'obtins une majorité écrasante, je pouvais regagner Moscou. Ensuite, commencèrent les réunions électorales dans la capitale. En dépit de ma victoire à Perm, je décidai de prendre part aux réunions dans les circonscriptions de Moscou. Je voulais sentir l'ambiance, tenter de comprendre le mécanisme de l'influence exercée sur les gens par le pouvoir. Ce fut pour moi une excellente école. Alors, dans ces réunions électorales, il expose son programme, un programme très concret, très précis. Il faut que le parti soit contrôlé par le peuple. Il faut que les avantages réservés à la nomenclatura en matière de santé soient transférés aux retraités, aux orphelins, aux anciens combattants. Il faut que le pouvoir revienne aux instances électives, c'est-à-dire au nouveau congrès des députés du peuple. Le parti ne doit plus jouer un rôle dirigeant. La politique, l'économie, la culture doivent être décentralisées. Il faut élargir la justice sociale, faire en sorte que l'approvisionnement en denrées alimentaires, en biens de consommation, l'octroi de logements soit beaucoup plus facile. Donc, Yeltsin emploie les mots du vocabulaire gorbatchevien, de la perestroïka, mais il va au bout. Il va beaucoup plus loin que Gorbatchev. 21 février, Yeltsin se présente devant les électeurs de Moscou face à deux candidats du parti. Le public a été noyauté, mais Yeltsin remporte plus de la moitié des suffrages. Le 22 février, il se rend à Sverdlovsk, où il est très bien accueilli par ses amis. Mais il annonce que finalement, il ne se présentera pas à Sverdlovsk, mais à Moscou. 6 mars, il nous dit que la presse officielle le boycotte complètement et qu'il n'y a que les médias occidentaux qui parlent de lui. 10 mars, il est très affecté par 10 mars, 12 mars, par une campagne de calomnie. Voilà ce qu'il dit. Il est très sensible, Yeltsin, toujours pareil, sous ses dehors de grands costauds. Je ne m'y habituerai jamais. Chaque fois que s'abattent sur moi de nouvelles calomnies, une nouvelle provocation, j'en suis extrêmement affecté. Je me rends malade alors que je devrais depuis longtemps être parfaitement tranquille et indifférent. Je ne peux pas. Plusieurs personnes m'ont récemment appris par téléphone qu'une brochure anonyme d'une dizaine de pages était distribuée au comité de district du parti. Le thème de cette brochure, comment discréditer Yeltsin. Peu après, on m'en apportait un exemplaire. Je me forçais à lire intégralement le texte et en sortis très déprimé. Non par peur que les électeurs ne se détournent de moi,
Jamais un homme normal, honnête, n'accorderait une quelconque valeur à ces propos que leurs auteurs n'avaient pas même le courage de signer. J'étais simplement effaré par la nullité de ce que j'avais sous les yeux. Notre appareil idéologique était tombé bien bas, et s'il employait des moyens aussi vils, aussi honteux. Le 12 mars, il a un débat télévisé. Il reconnaît il a beaucoup de choses à apprendre à ce sujet pour se tenir comme il faut devant une caméra, mais en plus, le meneur de jeu est très partial. Et on arrive au 26 mars, pardon. C'est le dernier jour. Il se décrit chez lui, dans sa datcha, où règne une certaine fièvre, une agitation, disons, assez inaccoutumée. Autour de la maison, il y a une meute de journalistes. Et le lendemain, c'est le vote, le 27 mars. Et là, on apprend donc que Yeltsin est vainqueur à Moscou, comme il est élu député du nouveau Congrès des députés du peuple par 91,53%. C'est un score absolument fantastique. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Yeltsin a été élu contre le candidat communiste. C'est assez extraordinaire. Se tient très vite une réunion de tous les députés du nouveau Congrès. Euh, donc, ils sont 2250. Il y a donc les candidats communistes élus sont très majoritaires, vous le voyez, 88%. Yeltsin, qui est élu donc comme, non pas comme candidat communiste, mais comme candidat, on peut dire libre, hein, ça représente à peine 12%. Alors, c'est la première fois qu'un Parlement russe, d'ailleurs, compte autant de députés. Hein, tout à l'heure, je faisais la comparaison avec les États généraux de 1789 en France, mais c'est un peu ça. Quand on regarde dans la salle, eh bien, le Politburo ne se trouve plus, comme d'habitude, sur l'immense scène du Palais des Congrès. Le Politburo se trouve dans la salle, les membres du Politburo, avec les autres députés communistes et même non communistes. C'est une révolution. Donc, il reste plus, comme si elle était orpheline, que la statue de Lénine, là, qui préside à l'arrière. Et donc, les discours, bien sûr, commencent. Yeltsin en fait un. Il énumère les grands points de son programme électoral. Il n'est pas brillant. D'ailleurs, Yeltsin n'est jamais vraiment brillant à l'oral, mais il peut toucher. Hein, il a une voix un peu sèche, un peu sourde, un peu comprimée, mais il peut se faire entendre. À côté de lui, il y a de très grandes vedettes du moment. Il y a par exemple Yuri Afanasiev, qui est un grand professeur d'histoire, qui va participer à l'opposition, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a Anatoly Sobchak, qui était professeur de droit à l'université de Leningrad, qui sera le premier maire de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Il y a le fameux Ligatchov, qui est la bête noire de Yeltsin, et réciproquement, mais c'est quand même un académicien. Et il y a aussi, par exemple, qui prend la parole ce jour-là, Popov, hein, qui est l'un des plus brillants économistes du moment. On n'en revient pas de la grande liberté pour prendre la parole. On n'a pas eu à faire avaliser son discours par des instances, donc c'est très libre. Alors, il y a deux moments forts dans cette première session du Congrès des députés du peuple. Les députés, donc assemblés, doivent élire le président du Soviet suprême et ils doivent élire le corps, le Soviet suprême, les membres du Soviet suprême. Alors, comme pour la présidence du Soviet suprême, des députés tentent de persuader Yeltsin d'être candidat. Il refuse, peut-être pour ne pas provoquer Gorbatchev, peut-être aussi parce qu'il a peur de perdre. Et donc, c'est Gorbatchev qui sera élu le 25 mai comme premier président du Soviet suprême.
Ensuite, le Congrès des députés du peuple, après avoir élu le président, élit donc les membres du Soviet suprême. Alors la liste a été avalisée par le Politburo, il y a des choses qui ne changent pas, la machine du parti marche encore. Helsinki n'est pas au départ sur la liste, mais Gorbatchev, pour avoir peut-être au moins un opposant, fait pression sur un député sibérien pour qu'il laisse la place à Yeltsin. Donc, Yeltsin est élu, donc après avoir été élu au Congrès des députés du peuple, il est élu au Soviet suprême. Donc, en ce printemps 89, Yeltsin se trouve dans le plus haut organe législatif du pays, le Soviet suprême de l'URSS. Donc, élu au Congrès des députés du peuple, il est au Soviet. Par contre, Gorbatchev, toujours premier secrétaire général du parti, est devenu président du Soviet suprême. Et nous passons à la troisième partie. Nous allons voir comment, par quelle stratégie, Yeltsin va finalement s'imposer. D'abord, il s'agit de consolider ses positions. Il reste fragile. Il va s'y employer, en gros, pendant un an, depuis son élection au Congrès des députés du peuple, en mars 89, jusqu'en mai 90. Première chose, il rencontre Gorbatchev. La rencontre s'est faite une semaine avant l'ouverture des travaux du Congrès des députés du peuple. Et c'est Gorbatchev qui a proposé à Yeltsin une rencontre au Kremlin. La conversation est tendue, nerveuse, mais Yeltsin vide son sac. Il reproche à Gorbatchev de donner toujours, de maintenir le pouvoir du Parti communiste et de ne pas vouloir céder une partie de ce pouvoir au Congrès des députés du peuple. Gorbatchev lui répond sèchement, durement, et Yeltsin dit, plus nous parlons, plus se dresse entre nous un mur d'incompréhension. Alors finalement, à la fin de la conversation, Gorbatchev propose un poste de gestion à Yeltsin, un poste de ministre, c'est-à-dire un placard doré peut-être, mais un placard. Bon, Yeltsin refuse. Il est évident en ce mois de mars 89 que les deux hommes ne se font absolument pas confiance, mais en même temps, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas s'affronter directement, ils ne peuvent pas non plus songer à s'éliminer. Euh, Au printemps 89, Gorbatchev a encore beaucoup la cote, c'est d'ailleurs le sommet de sa popularité, je parle de Gorbatchev, hein. Il a été quand même adoubé par l'ensemble du pays, tout le monde dans le fond tire parti de la perestroïka, Helsinki le sait, et donc pour l'affronter directement et efficacement, Yeltsin pense qu'il doit consolider sa position. Alors, c'est à ce moment-là qu'il participe à la création, Yeltsin, d'un groupe parlementaire qui se dénomme Groupe parlementaire interrégional, le sigle russe est MDG. Ce groupe parlementaire interrégional est créé à la fin juin 1989. Au début, il y a que quelques dizaines de députés du Congrès des députés du peuple qui se rassemblent pour former ce groupe, mais il y aura à un moment donné plus de 200 députés. Alors, parmi les vedettes à la tête de ce groupe parlementaire, il y a Boris Yeltsin, il y a l'académicien Andrei Sakharov, le grand physicien devenu dissident, envoyé à Gorky en exil, rappelé par Gorbatchev, qui vient d'être élu donc au Congrès des députés du peuple, donc Sakharov. Il y a l'historien Yuri Afanasiev, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a l'économiste Popov. Il y a également Anatoly Sobchak, le futur maire de Saint-Pétersbourg.
Et le nouveau groupe, alors c'est pas un parti, puisqu'officiellement, il y a toujours, légalement, il ne peut y avoir que le Parti communiste. Hein. Mais en fait, c'est c'est un groupe qui va agir comme un parti. C'est le début du multipartisme, c'est évident, même s'il ne faut pas le dire. Et à la tête de ce groupe, il y a 5 coprésidents, dont Yeltsin, Sakharov, Afanasiev. Alors, Yeltsin va donc jouer un rôle puisqu'il a participé à la création. Il est vice-président, coprésident, pas vice-président, coprésident. Mais Afanasiev, dans une interview, fait remarquer qu'il est quand même un peu en retrait, surtout par rapport à ces grands intellectuels. Yeltsin n'a quand même pas de culture par rapport à ces grands physiciens, grands historiens, etc. Donc il est un peu en retrait, mais il va s'appuyer sur le groupe et le groupe l'appuie. D'ailleurs, l'annonce de la création de ce groupe choque Gorbatchev. Gorbatchev s'en serait passé. Donc, pour asseoir sa popularité, la constitution de ce groupe parlementaire et la participation de Yeltsin est importante. Ensuite, à la même époque, il va essayer de consolider son image internationale. Il fait des visites à l'étranger. C'est ainsi que dans la première moitié de l'année 88, il avait déjà reçu plusieurs invitations et il accepte donc au mois de septembre 89 l'invitation de la Fondation des innovations sociales de San Francisco. Bon, c'est pas une institution énorme, hein, mais il faut pas oublier que Yeltsin n'est que député du Congrès des députés du peuple, donc il peut pas espérer quand même une réception officielle. Néanmoins, il aimerait beaucoup s'entretenir avec le président Bush. Bon, les États-Unis, enfin l'entourage de Bush sait très bien que Gorbatchev ne l'apprécierait pas si des fois il recevait. Donc, on a recours à un subterfuge hein, énorme. Donc, Bush ne reçoit pas Yeltsin, mais par hasard, alors que Yeltsin est en visite à la Maison-Blanche, Bush passe et ils vont quand même parler un quart d'heure. Bon, voilà. Lors de ce voyage aux États-Unis, Yeltsin est bouleversé, sidéré par la visite d'un supermarché près de New York, l'abondance des produits, les salaires des employés, tout ça le sidère. Il comprend qu'il existe une autre civilisation et malheureusement une civilisation inaccessible à ses compatriotes. Et ça lui fait poser beaucoup de questions. Alors, il rentre de ce séjour extrêmement fatigué, tendu, très agité, peinant à parler, et c'est à cette époque que les débrouilles commencent à courir sur son alcoolisme. En janvier 90, il fait une visite au Japon. Il a une grande curiosité à l'égard de ce pays. Il a la même sidération qu'aux États-Unis face à l'abondance des produits de consommation. Et il a la même interrogation, pourquoi la Russie est-elle condamnée à la misère alors qu'il y a des pays comme le Japon ou les États-Unis où les magasins sont bien achalandés. Ayant terminé donc enfin, on n'a jamais terminé, mais ayant consolidé quand même à l'étranger et dans le pays son assise, il va avoir l'idée de génie hein, de choisir la Russie, la République de Russie, comme marchepied vers le pouvoir. En effet, des élections législatives ont lieu en Russie. Je ne parle pas de l'Union soviétique, en Russie, au mois de mars 90. Alors, il faut expliquer, c'est pas très compliqué, mais enfin, il faut bien saisir la chose. Donc, tout à l'heure, j'ai décrit ce qui se passe euh, à la tête de l'Union soviétique. Hein, donc, l'élection d'un congrès des députés du peuple de 1200 avec l'élection du président. Ça, c'est à la tête de l'Union soviétique. Le congrès des députés du peuple siège au Kremlin.
Mais vous le savez, l'Union soviétique est composée de 15 républiques. Eh bien, il faut savoir que dans chacune des 15 républiques, il va y avoir, c'est prévu par la réforme de la Constitution, élection d'un congrès des députés du peuple et d'un président. C'est-à-dire que les institutions créées à l'échelle de l'Union soviétique sont clonées, si je peux dire, à l'échelle de chaque république. Donc, il faut imaginer en Arménie, en Géorgie, en Ukraine, en Estonie, je ne vais pas énumérer les 15 républiques, ce même système électoral, institutionnel. Et en Russie, notamment, une des 15 républiques, il y a donc désormais un congrès des députés du peuple qui est créé, où il y a 1062 députés à élire, qui élira, à l'image de l'Union soviétique, un soviet suprême composé de 250 membres et un président du soviet suprême de Russie. Or, les élections pour ce congrès des députés du peuple de Russie ont lieu, ont lieu au mois de mars 1990. Donc, là, les choses sont claires. Il n'y a pas de liste présentée par le Parti communiste parce qu'il n'y a pas de Parti communiste russe. Il n'y a pas de Parti communiste par république. Il n'y a qu'un Parti communiste de l'Union soviétique. Bon. Yeltsin décide de se présenter à Sverdlovsk. Durant 2 semaines, il a l'habitude, il multiplie les rencontres dans les ateliers, les maisons de la culture. Son programme est devenu de plus en plus radical. Il demande le pluripartisme, la privatisation. Il va à ce sujet beaucoup plus loin que Gorbatchev. Il est pour une république présidentielle. Il est pour la suppression du rôle dirigeant du parti. Et il est pour une pleine jouissance des droits des républiques. Je ne crois pas qu'il prononce le mot d'autonomie, mais encore moins d'indépendance. Mais enfin, c'est sous-tendu, cela. Donc, on peut dire que c'est vraiment devenu, le programme de Yeltsin, une alternative, très claire d'ailleurs, hein, à la politique de Gorbatchev. Or, Yeltsin est élu député du Congrès des députés du peuple de Russie. Et il est élu président du Soviet suprême de Russie le 16 mai 90. Il y avait 3 candidats pour la présidence du Soviet suprême. Un candidat soutenu par Gorbatchev, Vlasov, un autre qui était un ultra-conservateur, et Yeltsin. Et c'est Yeltsin qui l'emporte. Alors, ça change tout, évidemment. Désormais, il y a 2 pouvoirs opposés à Moscou. Il y a le pouvoir de l'URSS, incarné par Gorbatchev, président du Soviet suprême, et un parlement qui siège, le Congrès des députés du peuple, qui siège au Kremlin, et non, à côté, mais bientôt à côté, il y a un second pouvoir, le pouvoir de la Russie, incarné par Yeltsin, président du Soviet suprême de Russie, et par un parlement qui siège à Moscou dans un bâtiment qu'on appelle la Maison Blanche. Donc, très vite d'ailleurs, Yeltsin, au lendemain de son élection comme président du Soviet suprême de Russie, propose de rendre la République de Russie autonome en tout dans les 100 jours et il fait proclamer la supériorité des lois russes sur les lois soviétiques. Donc, voilà la victoire extraordinaire de Yeltsin. Yeltsin donc a su s'imposer par 2 moyens. Un, en s'appuyant sur le peuple, donc il quitte le parti en quelque sorte et il s'appuie sur le peuple. C'est comme ça qu'il est devenu donc député au Congrès des députés du peuple. Et deuxièmement, il joue la carte à fond de la Russie. Et ainsi, il devient un rival extrêmement dangereux pour Gorbatchev. Je vous remercie. Nous verrons la prochaine fois l'exécution de Gorbatchev
en 91. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.